Allô, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, on termine le cours sur la biopharmacie par le contrôle biopharmaceutique. Alors, nous avons déjà parlé de la biopharmacie et nous avons dit qu'un principe actif qui est incorporé dans une forme galénique doit pouvoir se libérer en dehors de la forme pharmaceutique par destruction de cette dernière, suivi obligatoirement de sa dissolution dans le liquide biologique environnemental afin qu'il se dissout alors, afin qu'il puisse être absorbé. Alors, nous avons désigné la biopharmacie comme le système LDA, libération, dissolution, puis absorption. Alors, les deux étapes importantes sont, qui gèrent, si vous voulez, qui contrôlent bien la pharmacocinétique, c'est la libération et la dissolution. Généralement, pour les formes solides, soit destinées à la voie orale ou bien à la voie rectale, ces formes-là doivent se détruire par un mécanisme approprié en fonction de la nature de la forme galénique, suivi obligatoirement de la dissolution, et cette dernière, elle dépend entre autres des propriétés physico-chimiques du principe actif, mais également du pH du liquide environnemental. Pardon. Alors, est-ce qu'on va s'amuser à chaque fois de faire des essais in vivo pour voir est-ce que le principe actif est libéré et dissous dans l'organisme? Alors, on fait appel au fait à des contrôles in vitro, c'est-à-dire en dehors de l'organisme. Ces contrôles sont effectués dans des conditions qui miment, qui simulent les conditions qui se trouvent dans l'organisme, telles que la température à 37 degrés Celsius, etc. On va le voir, de telle sorte qu'il permet de donner une indication sur la vitesse de libération du principe actif en dehors de la forme pharmaceutique, mais également, surtout, évaluer sa cinétique, sa vitesse de dissolution dans un liquide environnemental qui simule le liquide biologique. Alors, on va terminer alors avec le contrôle biopharmaceutique. Pardon, s'il y a des participants, tout le monde est là. Alors, nous avons en fait deux essais biopharmaceutiques qui sont inscrits à la pharmacopée, soit européenne, japonaise ou bien américaine, USP. C'est des contrôles biopharmaceutiques qui sont des contrôles in vitro, c'est-à-dire ce qui se réalise en dehors de l'organisme. Et je rappelle, dans des conditions qui miment ou bien des conditions qui reflètent, qui simulent celles de l'organisme vivant. Ce sont en fait les essais de désagrégation. On a déjà discuté dans les formes pharmaceutiques, telles que les comprimés, les gélules, mais également les suppositoires, et les essais de dissolution qui sont actuellement revêt une importance capitale et sont des essais qu'on qualifiait comme critiques non seulement dans le développement des formes pharmaceutiques, mais également dans le contrôle de routine de la reproductibilité de la production. Alors, ces essais biopharmaceutiques de désagrégation et de dissolution permettent au fait également de contrôler la conformité, la qualité de l'eau industrielle que vous avez fabriquée. On va estimer si les contrôles répondent bien aux spécifications de désagrégation et de dissolution. On va déclarer que le produit est conforme et elle a la qualité biopharmaceutique requise pour sa commercialisation. On commence par les essais de désagrégation, ou bien l'essai de désagrégation, nous avons déjà parlé de ça. En fait, l'essai de désagrégation, il permet d'évaluer
la phase de libération. Nous avons parlé système LDA, libération, dissolution. Alors, la phase de libération qui correspond au fait à la destruction de la forme pharmaceutique permettant la libération du principe actif, elle peut être évaluée par l'essai de désagrégation tel qu'il est appelé par la pharmacopée européenne. Au fait, en quoi consiste cet essai? Cet essai est destiné à déterminer l'aptitude des formes solides, soit les formes orales solides représentées majoritairement par les comprimés et les gélules, mais également les granulés, les pellets, et les formes solides par la voie rectale, telles que les suppositoires, à se désagréger dans le liquide biologique environnemental et dans des conditions opératoires ou bien expérimentales bien définies, mais pendant un temps prescrit. C'est-à-dire, il faut mesurer le temps. Il faut mesurer le temps, et plus la libération est rapide, plus on estime et on espère que le délai d'action du médicament, elle est rapide. C'est-à-dire, nous avons un temps à ne pas dépasser. Ce temps, en fait, dépend de la nature de la forme pharmaceutique. Alors, comme vous vous souvenez, dans les formes orales solides, comprimées et gélules, nous avons parlé comme contrôle l'essai de désagrégation des comprimés et des gélules. Alors, l'essai est réalisé avec un appareil dédié dans ce sens. Cet appareil, c'est l'appareil de délitement, de désagrégation. Hein. Il est constitué, comme vous le voyez, d'un bain-marie thermostaté à 37 degrés Celsius. Et il y a deux béchères. Et chaque béchère, il y a un panier, on appelle ça un panier, un dispositif. Ce dispositif, il est constitué par des tubes, sont au nombre de 6, comme vous le voyez, et chaque tube va recevoir une unité, une forme galénique comprimée, par exemple. Et vous avez ce bécher dans lequel, de 1 litre, dans lequel il va baigner ce dispositif, ce panier, et ce bécher va contenir le liquide du milieu, c'est-à-dire un solvant bien approprié. Le plus souvent, c'est l'eau distillée, mais on peut utiliser des tampons, on va le voir, ou bien des solutions à un pH bien défini. La température de ce bain, elle est réglée avoisinant donc la température de l'organisme, c'est 37 degrés Celsius. Et cette température de 37 degrés Celsius, elle simule celle de l'organisme qui est l'estomac. Normalement, pour les formes orales solides, c'est au niveau de l'estomac que la désagrégation va se produire. Alors, il faut assurer un volume bien défini du liquide de telle sorte que le panier soit immergé. Et par la suite, nous avons un temps pour chaque forme pharmaceutique. À la fin de ce temps, on doit examiner est-ce qu'il y a des résidus de comprimés ou bien de gélules sur le panier. Alors, le panier va faire, comme vous voyez des flèches, des mouvements d'oscillation de haut en bas. Ces mouvements d'oscillation sont d'amplitude bien définie, de telle sorte qu'elles simulent le péristaltisme gastro-intestinal. Alors, maintenant, nous avons des appareils de désagrégation qui permettent de faire deux essais en même temps. C'est-à-dire, on peut faire deux produits différents, six de chaque côté. C'est-à-dire, c'est des bipostes. Il y a deux postes de travail. Pour les suppositoires et les ovules, qui sont des formes solides d'ici la voie rectale, il y a également un appareil de désagrégation dédié pour les suppositoires et les ovules. Également, vous avez un bain-marie en plexiglas thermostaté à 37 degrés Celsius, mais ici plus ou moins 1 degré. Pour les comprimés, on tolère plus ou moins 2 degrés, c'est-à-dire de 35 à 39. Pour les suppos, la température du rectum, on tolère de 36 à 38. Ce bain-marie, alors, il y a des grands béchers, contrairement à l'appareil de désagrégation des comprimés. Ces béchers doivent contenir, si vous voyez, c'est des grands béchers, et nous disposons de cet appareil au niveau de notre laboratoire. Ce bécher, il sera rempli de 4 litres d'eau. Et nous avons un dispositif en acier inoxydable, en inox, dans lequel on va mettre le suppositoire. Et si l'essai est réalisé sur 3 unités, sur 3 suppositoires ou bien 3 ovules, et l'appareil, il tourne
Donc, ce dispositif, il tourne demi-cercle, c'est-à-dire 180, chaque 10 minutes, ce qui un petit peu simule la pression exercée par le rectum sur la forme pharmaceutique. Alors, on a expliqué maintenant quand est-ce que la désagrégation est dite complète. Alors, voilà, on place la forme pharmaceutique. Tout d'abord, on doit s'assurer que la température du bain elle est de 37 aux alentours, selon la forme. Et par la suite, on va préparer notre liquide. Le cas le plus simple, c'est l'eau distillée. On va placer nos échantillons dans leur place et par la suite, on va faire fonctionner pendant une durée bien déterminée, pendant un temps prescrit, l'appareil. À la fin, on va retirer le dispositif qui contient au départ normalement l'unité ou bien la forme pharmaceutique. On va examiner pour dire est-ce que la désagrégation qui correspond à l'étape de libération, elle est complète ou pas. Quand est-ce qu'elle est considérée complète? Lorsqu'il ne subsiste aucun résidu sur la grille, c'est-à-dire on ne trouve aucune trace sur la grille de la forme pharmaceutique. S'il s'agit de comprimés enrobés ou bien pelliculés, il peut donc, le reste selon la nature de l'enrobage, on peut trouver des fragments insolubles de l'enrobage. S'il reste un résidu, donc, afin de déclarer que la désagrégation elle est incomplète, il faut s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un résidu, un noyau solide palpable. Ce tableau récapitulatif, il vous donne pour chaque forme galénique le milieu préconisé par la pharmacopée européenne et le temps limite à ne pas dépasser. Prenons l'exemple du comprimé non enrobé classique, tel que les comprimés de paracétamol, par exemple. On va utiliser comme milieu l'eau distillée, température de 37 plus ou moins 2 degrés Celsius. Alors, pour les comprimés non enrobés classiques conventionnels, il faut que le temps de libération, de désagrégation, ne doit pas dépasser les 15 minutes. Alors, généralement, quel est le responsable de la désagrégation des comprimés? C'est quel adjuvant? Certainement, vous le connaissez, c'est l'agent délitant ou bien l'agent de désagrégation. On a parlé beaucoup des amidons pour le pouvoir gonflant. Alors maintenant, on n'utilise plus les désagrégants, on utilise de moins les désagrégants classiques, mais on les remplace par les super désagrégants, si vous vous souvenez du cours sur le comprimé, qui permet d'obtenir tellement une désagrégation rapide dans un temps qui ne dépasse pas les 5 minutes. C'est la tendance actuelle des industriels qui utilisent le cross-povidone, qui est un super désagrégeant, et le cross-carmylose, également un super désagrégeant. Plus la libération est rapide, plus qu'on estime que le délai d'action, le début de l'activité pharmacologique est rapide. Si vous avez des comprimés enrobés, avec un enrobage ordinaire, c'est-à-dire un enrobage qui se dissout dans l'estomac, alors on utilise l'eau distillée à une température de 37, mais dans ce cas-là, le temps ne doit pas dépasser les 60 minutes. Pourquoi on a prolongé le temps? Parce qu'il faut donner le temps à l'enrobage de se dissoudre pour qu'il y ait le comprimé non enrobé en contact qui va se désagréger à son tour. Si cet essai ne donne pas des résultats satisfaisants, on peut remplacer l'eau par un milieu qui simule l'acidité gastrique, c'est l'HCl à 0,1 normal, et le temps va être diminué à ne doit pas dépasser, le temps de désagrégation ne doit pas dépasser les 30 minutes. Pour les gélules ou bien les capsules molles destinées à la voie orale, on utilise l'eau. Alors, l'eau suffise à 37 degrés Celsius et le temps ne doit pas dépasser les 30 minutes. Ça, pour les formes conventionnelles. Vous avez parlé déjà, je n'ai pas entendu parler des libérations accélérées. On a parlé de ça dans les comprimés spéciaux. Nous avons des comprimés à libération accélérée, qui sont les comprimés solubles, dispersibles et orodispersibles. Ces comprimés sont dits à libération accélérée. Solubles et dispersibles sont destinés à se dissoudre dans l'eau, à se disperser dans l'eau avant administration. Alors, on va simuler les conditions d'utilisation en utilisant l'eau
mais à une température ordinaire, à la température ambiante, aux alentours de 20 degrés, plus ou moins 5%. Et le temps doit être rapide, parce que c'est des formes à libération accélérée. Ils doivent libérer le principe actif à une vitesse plus accélérée que la forme conventionnelle, qui a un temps limite qui ne dépasse pas les 15 minutes. Alors, on se trouve vraiment dans une libération accélérée dont le temps limite ne doit pas dépasser les 3 minutes. Prenons l'exemple d'un autre type de comprimé à libération modifiée, c'est les formes gastro-résistantes, qu'on appelle également entérosolubles, que ce soit des comprimés ou des capsules. Alors, c'est des formes à libération retardée, si vous vous souvenez du cours sur les comprimés spéciaux, ils sont destinés à résister à l'acidité gastrique et à libérer leur contenu médicamenteux dans l'intestin. Alors, on doit tester la gastrorésistance en utilisant comme milieu l'HCl à 0,1 molaire ou à 0,1 normal, ce qui correspond approximativement à un pH 1,2, qui est un pH gastrique. Et ici, on ne doit pas avoir une désagrégation pendant 120 minutes, c'est-à-dire pas de désagrégation pendant 2 heures. Par la suite, on va remplacer ce milieu par un tampon phosphate de 6,8 et en fait, la libération doit être faite dans un temps qui ne dépasse pas les 60 minutes. Vous voyez donc toujours à 37 degrés Celsius, bien sûr. Vous voyez, alors, on a simulé les conditions d'utilisation in vivo pour ces formes gastro-résistantes qu'on appelle également entérosolubles. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que vous suivez bien, hein? Donc, est-ce que vous n'avez pas de questions jusqu'à maintenant pour l'essai de désagrégation? Très bien, on continue. Est-ce que vous m'entendez bien, hein? Hein? Très bien, le sang. On continue. Je vais voir. Oui, vous m'entendez très bien. Ah, c'est comme ça. Très bien. Pourquoi 4 litres, Nisrine? Donc, Nisrine, oui, pourquoi 4 litres? C'est un volume qui permet d'avoir une pression similaire à la pression du rectum, d'accord, exercée sur le suppositoire. Parce que ce test-là de désagrégation a remplacé un test euh, qui dit de ramollissement. Et tout le monde a posé cette question. C'est juste un volume qui va exercer une pression sur le suppositoire similaire à celle exercée par le rectum sur le suppositoire. On essaie de simuler les conditions in vivo, hein, d'accord, comme le panier du comprimé qui va faire des mouvements de haut en bas avec, disons, une amplitude simulant, bien sûr, l'amplitude, le péristaltisme gastro-intestinal. Très bien. On continue alors avec l'essai de dissolution. Alors, l'essai de dissolution, donc, qui permet d'évaluer la deuxième étape de la phase biopharmaceutique, c'est la dissolution. Si le principe actif ne passe pas en solution, il ne peut pas être absorbé et cela dépend, bien sûr, et cela dépend des propriétés physico-chimiques du principe actif, mais également de sa taille. Et il faut tenir compte du pH du liquide environnemental parce que la plupart des principes actifs sont des acides et des bases faibles, qui présentent une valeur de pKa. Et nous avons vu, selon l'équation d'Anderson-Hasselbalch, que le degré d'ionisation, il dépend du pKa du principe actif et le pH du milieu. Et en quoi consiste cet essai? Cet essai est très important. Dans un premier temps, nous devons le souligner dès le début, si vous avez l'essai de dérivation de dissolution,
malheureusement votre appareil de désagrégation tombe en panne, alors l'essai de dissolution peut remplacer l'essai de désagrégation. Parce qu'il associe les deux. Il associe la destruction de la forme et la dissolution du principe actif. Ça, il faut le mettre. Sur la pharmacopée américaine, si l'essai de dissolution est présent, l'essai de désagrégation, on peut le passer. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. C'est-à-dire si vous avez un problème technique avec votre équipement de désagrégation, pas de problème. Vous avez l'essai de dissolution qui donne une indication sur les deux étapes, libération et dissolution. Cet essai, alors, est destiné, il est très important, hein, donc il est primordial, il est critique, il est destiné à déterminer la plus ou moins grande aptitude des formes galéniques solides à laisser passer en solution dans un milieu déterminé. On va voir, hein, donc c'est pas l'eau, hein, l'eau est rarement utilisée pour l'essai de dissolution, contrairement à l'essai de désagrégation, le principe actif qu'elle contient. Alors, le passage en solution, c'est-à-dire le passage de l'état de particules solides en solution à l'état moléculaire, comment il est évalué? Il est évalué par le dosage approprié du principe actif par une méthode analytique, de telle sorte que vous allez prélever des échantillons du liquide ou du solution à des intervalles de temps réguliers. C'est une cinétique. Cinétique, c'est-à-dire il y a la notion de vitesse et donc il y a la notion de temps. On va prélever à des intervalles de temps réguliers de telle sorte pour s'assurer, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'idéal, une libération et une dissolution complète. Si vous avez incorporé les 500 mg du paracétamol du comprimé, il faut avoir un temps pour lequel les 100% du principe actif sont libérés. Bien sûr, au niveau de la pharmacopée européenne, on peut qualifier que la libération elle est satisfaisante. Il faut dépasser les 80% dans un temps, bien sûr, bien précis. Donc 80% et plus, ça signifie que la libération elle est satisfaisante pour déclencher l'effet thérapeutique. Cet essai, bien sûr, il est prescrit dans toutes les pharmacopées du monde. Quel est l'intérêt alors par rapport au développement d'un médicament? On peut alors apprécier la dissolution du principe actif pur à l'état seul pour voir à quelle classe biopharmaceutique il appartient, c'est-à-dire on peut le classer grâce à l'essai de dissolution, mais on va le réaliser sur la poudre pure du principe actif. Dans le développement du médicament est un paramètre critique dans le développement du générique. Il faut développer un médicament générique qui a un profil, on appelle ça un profil de dissolution, similaire, pourquoi pas superposable au produit de référence, au princeps. Si vous n'avez pas une similitude dans la dissolution, donc on ne peut pas déclarer que le médicament est bioéquivalent, parce que l'essai de dissolution, il reflète la bioéquivalence. Dans le contrôle de routine, si on fait une fabrication de routine, alors c'est un moyen de contrôler la qualité de vos lots, qu'elle est reproductible. Et enfin, l'essai de dissolution, il peut remplacer, vous avez fait ça en pharmacologie, dans certaines circonstances, il peut remplacer les essais de bioéquivalence in vivo. D'accord? Et ceci tout simplement en comparant le profil de dissolution entre le princeps et le générique. Quels sont les appareils? Il y a plusieurs appareils qui sont décrits au niveau de la pharmacopée. On trouve même 7 appareils, mais les plus répandus sont au nombre de 4. Selon l'USP, United States Pharmacopoeia, c'est la pharmacopée américaine, nous avons l'appareil à panier tournant, l'appareil à palette tournante, à cylindre réciproque et la cellule à flux continu. Pardon. Alors, ces appareils, il n'y a pas un appareil idéal, mais généralement, le plus utilisé, le plus répandu, c'est la palette tournante. À cellule à flux continu également dans le développement. Dans le contrôle de routine, c'est la palette tournante. Alors, c'est ça la description de cet appareil. Tous les appareils sont constitués d'un bain-marie thermostaté à 37 degrés Celsius, mais ici, plus ou moins 0,5. Plus ou moins 0,5 degrés Celsius. Et c'est ça la palette. Donc, nous avons normalement, c'est un appareil de dissolution à 8 postes, mais maintenant, nous disposons des appareils plus grands à 14 postes.
C'est-à-dire, vous pouvez travailler, ici, on peut travailler seulement avec 6 comprimés, d'accord? Et l'autre, on peut travailler avec 12 comprimés à la fois. Alors, c'est ça le motif, le dispositif d'agitation, qui est la palette tournante. Et ça, c'est les dimensions du bécher qui est en verre borosilicaté, c'est-à-dire en verre résistant, quel que soit le milieu. Et cette palette, elle tourne à une vitesse qui se trouve entre 50 à 100 tours par minute en fonction de votre protocole expérimental et la forme que vous allez contrôler. Alors, pour éviter la flottation de la gélule à la surface, vous devez la coincer dans ce ressort. On appelle ça le sinkers. C'est un dispositif de listage en fil inoxydable qui permet à la forme de se démonter et de se précipiter dans le bas. Alors, il faut éviter la flottaison en piégeant la gélule dans ce dispositif qu'on appelle sinkers. Sinkers ou bien un fil en acier inoxydable parce que les gélules sont moins denses que les comprimés. Le deuxième appareil, c'est l'appareil à panier tournante, mais ici, à la place de la palette, on va mettre ce dispositif qui est un panier en acier inoxydable. C'est un tamis, comme vous le voyez. On va mettre généralement la gélule, ce qui permet d'éviter la flottaison, et on va le décrocher ici à la place de la palette. C'est-à-dire que c'est le même appareil. Maintenant, lorsqu'on achète l'appareil de dissolution, on peut commander les deux dispositifs d'agitation. C'est ça la seule différence, c'est le dispositif d'agitation. On utilise la palette tournante et on peut ramener également le panier tournant. L'appareil à cylindre réciproque, c'est ça cet appareil qui est idéal pour les formes à libération prolongée. Je ne sais pas, est-ce que vous avez reçu le cours sur les formes à libération modifiée? Est-ce que vous avez reçu le cours sur les formes à libération modifiée? Je pense avec Dr Abdesmat, ça a été bien expliqué. Alors, pour ces formes à libération prolongée, dont la libération s'effectue tout au long du tube digestif, c'est-à-dire la forme pharmaceutique, elle va baliser tous les pH. Le pH de l'appareil digestif, il jalonne entre 1 et 7. Alors, avec ce dispositif, cet appareil à cylindre réciproque, on peut faire un gradient de pH sans pour autant endommager la forme. Et vous avez également la cellule à flux continu. Également, elle permet également de réaliser un gradient de pH. Et il est adapté à toutes les formes pharmaceutiques, gélules, comprimés, etc. Pour les suppositoires également, nous pouvons avoir cet appareil également pour faire l'essai de dissolution. Il y a plusieurs marques, donc il y a RVK, il y a Sotax, Sartorius, etc. Alors, vous avez ce tableau récapitulatif qui permet alors de donner la méthode appropriée par rapport aux formes. Alors, vous voyez le panier tournant et la palette tournante sont pour les comprimés et les gélules, d'accord? Forme orale solide, forme orale solide. On peut utiliser le panier tournant pour les comprimés à croquer, mais également pour les suppositoires. À palette tournante, c'est pareil, sauf pour la palette tournante, on peut faire même pour les suspensions buvables. La suite de la flux continu, généralement, est l'USP3, donc à piston. C'est pour les formes à libération prolongée parce qu'on peut faire un gradient de pH. Pour les implants qui sont des formes à libération prolongée destinées à la voie parentérale, on va l'implanter sous la peau. Pour les formes semi-solides également, telles que les pommades, pour les poudres et les granulés, donc on peut utiliser donc cet appareil qui est multi-usage, quelle que soit la forme pharmaceutique. Maintenant, quelles sont les conditions opératoires? Comment peut-on développer? Alors, pour développer un essai de dissolution, il faut choisir
d'une façon optimale les conditions opératoires. Vous avez le milieu de dissolution. Tout d'abord, vous avez la nature du milieu. L'eau est rarement utilisée, hein, contrairement à l'essai de désagrégation. On doit utiliser un milieu dont le pH simule le pH environnemental, d'accord, qui permet une meilleure en fonction des propriétés physico-chimiques du principe actif. Au fait, nous avons le choix entre 1 à 7,5. Donc, la pharmacopée donne plusieurs natures de milieux. Il y a des milieux qui simulent le pH gastrique à jeun, on appelle ça FAST, c'est-à-dire à l'état fasted state, c'est-à-dire c'est des milieux qui simulent l'état gastrique à jeun, donc après, avant la nourriture. Et vous avez des milieux gastriques fed, c'est-à-dire après nourriture. Et vous avez des milieux qui simulent le pH à la sortie de l'estomac et ceux qui simulent le pH intestinal. Alors, nous avons un grand choix et le choix s'effectue au niveau du site d'absorption du principe actif. Si le principe actif est absorbé au niveau de l'estomac, il faut utiliser les milieux gastriques. Et si le principe actif est absorbé au niveau de l'intestin, il faut utiliser un milieu qui simule le pH intestinal. Et le plus important dans le milieu, c'est le volume. L'USP préconise un volume de 900 millilitres. C'est-à-dire qu'il faut se placer dans un volume qui dépasse largement la saturation. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut utiliser un volume qui dépasse 30% la concentration à saturation. D'accord? C'est-à-dire, il faut utiliser, il faut savoir quelle est la solubilité maximale de votre principe actif, de telle sorte que le volume dépasse largement la saturation. Parce que si la solution se sature avec le principe actif, on va freiner la vitesse de dissolution parce que la solution est saturée. D'accord? Généralement, le volume, il varie entre 500 et 1000 millilitres, mais on préconise généralement le volume par consensus général selon la pharmacopée américaine de 900 millilitres, qui est largement utilisé. Vous avez la vitesse de rotation de la palette tournante ou bien du panier tournant. Cette vitesse, elle simule le péristaltisme gastro-intestinal. D'accord? Mais il faut qu'elle soit suffisante. Généralement, nous avons un panel entre 50 voire même 150 tours par minute. Généralement, on utilise les 50 tours par minute pour les formes à libération prolongée pour bien comparer les profils de libération entre les formules que nous avons réalisées et pour bien comparer la dissolution à partir du médicament générique comparativement au médicament princeps. On peut rencontrer des vitesses à 75, des vitesses à 100 tours par minute. Alors, ça dépend de la pharmacopée et ça dépend de votre produit. Alors, cette vitesse, il faut qu'elle assure une bonne homogénéisation du milieu pour assurer qu'à chaque point, nous avons la chance d'avoir la même quantité du principe actif qui est dissoute. Pour la méthode de dosage, parce qu'on a dit, on attend que le bain-marie se chauffe à 37. Par la suite, donc on remplit le bichère, on mesure la température. Lorsqu'elle est à 37, on va plonger notre forme, comprimée via la gélule. Pardon. Et par la suite, 5 minutes, 10 minutes, je dois prélever avec une seringue. On va filtrer, bien sûr, il y a des filtres spéciaux. On va prélever 5 millilitres à 5 minutes, à 10 minutes, à 15 minutes, à 30 minutes, à 1 heure. C'est-à-dire à des intervalles réguliers, on aura alors de plus en plus des quantités dissoutes du principe actif. Et on va doser. Quelle est la méthode qu'on va doser, qu'on va utiliser? Généralement, on utilise deux méthodes, la spectrophotométrie UV visible et on utilise les méthodes HPLC également, qui sont d'actualité. C'est ça les deux méthodes qu'on utilise pour évaluer la cinétique de libération du principe actif. L'essentiel, il faut que cette méthode analytique soit validée, soit spécifique et adaptée à votre principe actif. Et la pharmacopée américaine, elle vous donne pour les médicaments qui figurent sur la pharmacopée américaine, produits finis, hein, elle vous donne le protocole détaillé de la dissolution. Vous allez qu'appliquer, elle fixe le milieu, elle fixe le volume, elle fixe la vitesse d'agitation, elle fixe la méthode de dosage en détail.
C'est la pharmacopée américaine. Mais la pharmacopée européenne, elle donne rien pour les produits finis. Elle donne seulement une monographie sur les sites de dissolution de façon générale. Maintenant, comment on fait les prélèvements? Le prélèvement doit être fait à un point commun, c'est-à-dire que vous devez prélever toujours au même endroit, vous ne devez pas changer. On prélève au même niveau, à une même distance, généralement, on laisse une distance de 1 cm par rapport à la paroi du bécher au milieu de dissolution. Donc, on garde toujours le même poids et par la suite, lorsqu'on va prélever à l'aide d'une seringue, on doit filtrer à l'aide des filtres généralement de 0,45 micromètres de porosité. C'est des filtres en nylon ou bien en verre frité avant le dosage. Maintenant, quelles sont les spécifications bien évidemment de dissolution? Si vous allez faire la dissolution du comprimé conventionnel, la pharmacopée préconise un seul point. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire toute la cinétique. Il faut prélever un point généralement à 30 minutes, à 45 minutes ou bien à 60 minutes. C'est-à-dire que vous allez utiliser, ça dépend le produit. Ça dépend de la pharmacopée, qu'est-ce qu'ils vous disent. 30, 45 ou bien 60 minutes et vous devez trouver 85% dissoute au minimum. Il faut donc vous placer votre comprimé de paracétamol. Lorsque vous allez avoir 30 minutes, vous allez prélever avec la seringue, vous filtrez, vous dosez. Il faut trouver au minimum 85% de la dose libérée et dissoute dans le milieu pour dire que votre comprimé est conforme. Si vous avez des principes actifs peu solubles, c'est-à-dire la dissolution elle devient plus lente, il faut préconiser 2 points. Un point à la 30e minute et un point après 1 heure et demie. Si vous avez une forme à libération prolongée, au minimum, ça c'est le minimum de points, il faut faire 3 points. Un point au début, un point au milieu et un point au cinétique, à la fin de la cinétique. Par exemple, si vous avez une cinétique de 8 heures, il faut prélever le premier point, par exemple, à la 30 minutes, par la suite après 12 heures, par la suite après 8 heures. D'accord? L'essentiel, il faut avoir 3 points à peu près au début, au milieu et à la fin de la cinétique. Ça, comment on présente un profil de dissolution? C'est-à-dire, vous allez tracer ça en abscisse le temps et ça, le pourcentage dissous. Généralement, chaque temps correspond à un pourcentage. On met un point et on met un point. On met un point. Plus qu'on augmente le temps, plus qu'on arrive à notre cas idéal, c'est avoir les 100%. D'accord? Vous allez rejoindre les points, vous allez tracer ce qu'on appelle le profil. Alors, ça, c'est un profil d'ordre 1, ça, c'est un profil d'ordre 0, et ça, c'est un profil sigmoïde. C'est-à-dire, ça dépend qu'est-ce que vous avez trouvé comme résultat. Je pense que c'était clair pour vous, hein, donc par rapport à cet essai de dissolution. Alors, j'attends vos questions. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Alors, pour le troisième EMD, vous avez l'homéopathie, c'est un cours simple. Vous avez la biopharmacie et le contrôle biopharmaceutique inclus dans l'examen troisième EMD. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Allô, allô? Est-ce que vous avez des questions à me poser parce qu'on vient de terminer le programme avec mes cours, bien sûr. Je ne sais pas, est-ce que toutes les conférences ont été dispensées, tous les cours ont été dispensés par l'ensemble des enseignants? Très bien. Vous avez tous les polycopiés, j'espère. Et vous avez largement le temps pour préparer votre deuxième EMD et votre troisième EMD, hein. Donc, il faut travailler. Et les TP, on a arrêté les TP, question de temps, etc. Il y a eu un problème de sang avec. Oui, malheureusement, parce que c'était le démarrage du Zoom, et maintenant, l'administration a passé vers la version payante et la qualité s'est beaucoup améliorée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions sur le myopathie via mail, hein, d'accord? Je vais vous donner mon mail. Alors.
Si vous avez des questions, le cours il est simple sur l'homéopathie, hein. Et lorsque vous allez il faut m'écrire, je suis étudiante en troisième année, donc il faut préciser l'année, d'accord, parce que j'enseigne pas mal de modules. Voilà, ça c'est mon mail. Essayez donc de m'envoyer si vous avez des questions par rapport à votre programme. Voilà, je suis à votre écoute en ma qualité de responsable du module de pharmacie galénique pour cette année. D'accord? Bien reçu? Voilà, très bien. Il faut préciser qu'il s'agit que vous êtes des étudiants de troisième année, d'accord? Alors, pour l'EMD2, certainement, c'est des questions crocs. Pour le MD3, on n'a pas statué, hein, donc on ne sait pas, mais ça sera des crocs pour le deuxième EMD. Essayez de réviser, hein, il faut essayer d'apprendre. Vous avez 4 parties, chaque partie sur 5 points. Donc, il y a Dr Abdesmad, moi-même, Dr Ben Sidera et Dr Halibi. D'accord? Donc, on va toucher tout le programme. C'est-à-dire, il ne faut pas sélectionner des cours comme ça. Pour chaque partie, éliminer un cours, il y a risque de ne pas répondre. Donc, vous n'avez pas le droit de sélectionner. Vous avez largement le temps pour tout apprendre. D'accord? Parce que si vous éliminez un cours de M. Abdesmad, voilà, un cours concernant ma partie du MEMD ou bien de Ben Sidira, vous risquez de ne pas répondre sur le sujet. Parce que chaque enseignant a 25% de la note, donc sur 5 points. Alors, je vous demande d'apprendre parce que c'est des questions croques. Pour les TP, on va essayer de vous aider le maximum, hein, d'accord? Il n'y a pas une évaluation de TP, hein, donc on va corriger tout simplement les comptes rendus. On essaie de vous donner une note moyenne des comptes rendus et j'espère qu'on n'a pas de problème d'absentéisme, etc. Je l'espère bien, hein, d'accord? Parce que ça pose un problème. À chaque année, il y a des étudiants qui s'absentent, ils ne rattrapent pas leur TP, ils ne ramènent pas des justificatifs et quoi faire avec ces étudiants. Voilà. Je pense qu'on va se débrouiller parce que vous n'avez pas rendu les comptes rendus, je pense, hein. Vous n'avez pas rendu les comptes rendus, hein, d'accord? Donc, dès la reprise, essayez de rendre les comptes rendus. Dès la reprise, dès le 23 août, ceux qui n'ont pas rendu, donc il faut se rapprocher au laboratoire et déposer directement le compte rendu, d'accord? Parce que ce n'est pas trop tard pour remettre les notes, hein. Les notes, donc, c'est au cours du mois de septembre, d'accord? N'hésitez pas à le rendre, comme ça, vous n'allez pas avoir un souci de notes. Voilà, pas de questions. Donc, c'était clair. Donc, il faut apprendre, s'il vous plaît. On va vous aider de vous donner des. Mais l'essentiel, les cours ont été dispensés surtout pour le deuxième. Le deuxième, ça sera un examen comme tous les autres. C'est-à-dire il faut apprendre, hein. Je vous demande, il faut apprendre. Et bien sûr, il y aura une distinction entre les gens qui assistent, qui ont assisté au cours par rapport aux gens qui n'ont pas assisté, certainement. Vous avez largement le temps pour préparer bien tous les examens, s'il vous plaît. Il faut travailler, hein. Vous avez le deuxième EMD, le troisième EMD par rapport à la galénique, la pharmacologie, la thérapeutique, hein. Vous avez largement le temps, hein. Hein, donc, j'attends toujours vos questions. Très bien, ça a été clair. Oui, prenez soin de vous, hein. Donc, prenez soin de vous, le port de la bavette, la distanciation, évitez de sortir, évitez de, voilà, respecter la distanciation sociale, pas de fête, etc., hein. Donc, il faut préserver votre santé avant tout, hein, d'accord? Il ne faut pas toucher le nez, les yeux avec les mains. Il faut se laver chaque 1 heure avec du savon et de l'eau, hein. C'est le meilleur moyen.
Il faut éviter le transport, etc. en masse. Voilà, portez vos bavettes. Et c'est ça. Donc, il faut prendre soin de votre santé, surtout avec cette expansion de cette épidémie. Inch'Allah, que le Dieu préserve notre santé. Inch'Allah, je fous comme le 23 en bonne santé, dynamique. Hein. Prenez, prenez du zinc pour votre immunité et mangez bien des fruits et des légumes. C'est la pleine saison. Je pense cette période délicate, vous allez la passer avec succès parce que vous êtes quand même jeune, etc. Il faut partager votre temps entre la révision, entre la télévision, voilà, il faut travailler le matin, il faut garder toujours cet esprit matinal, mais il faut travailler à la maison, il faut couper toute votre connexion, travailler durement pendant 3 heures, je ne sais pas, 4 heures, et par la suite, vous avez largement le temps pour s'amuser, pour en parler. C'est-à-dire essayer de se débarrasser de cette technologie. Il ne faut pas garder le téléphone et répondre aux messages et en même temps, vous êtes en train d'apprendre. Il faut donc il faut se couper du monde et travailler tranquillement. Une fois que vous terminez, alors reprendre votre vie normale. Il faut donc gérer votre technologie et ne laissez pas le smartphone vous gère parce que le smartphone, c'est l'homme qui a fabriqué le smartphone. Alors, on peut le gérer. D'accord? Alors, on a terminé. Alors, on a terminé. Si vous n'avez pas d'autres questions, donc je vous souhaite bonnes vacances et n'hésitez pas, vous avez mon mail donc à votre disposition pour n'importe quel souci. D'accord? Bon courage, hein? Prenez soin de vous. Au revoir.